Hello tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Nous sommes le jeudi 2 mai, ça y est, on est au mois de mai. Moi, c'est un mois que j'adore pour plusieurs raisons. Alors la première, c'est d'abord le nez, n'importe quoi. C'est le mois dans lequel je suis née. En fait, je suis du 7 mai, donc voilà, c'est un mois qui est plutôt agréable parce que bon, en fait, c'est quand même le jour de ma naissance, donc je suis plutôt contente. Et en plus, c'est quand même le mois qui annonce véritablement le printemps. C'est là où on ressent vraiment le début des premières chaleurs. Enfin, les fleurs sont en train de pousser. Enfin, vraiment, on est tout le climat est en train de changer. Le décor naturel est en train de changer. Et c'est franchement un mois que j'adore parce qu'on est quand même très proche de l'été aussi. On va vraiment vers les beaux jours. Donc ça, c'est vraiment top. Et puis, c'est aussi aujourd'hui le jour de ce live, donc c'est toujours un grand moment de plaisir. Pourquoi? Parce que je suis toujours très impatiente de pouvoir discuter avec vous, de pouvoir enfin mettre des prénoms sur toutes ces personnes qui sont là, qui sont présentes sur ce réseau, sur cette communauté. C'est de pouvoir échanger, c'est de pouvoir partager nos expériences communes. Enfin voilà, donc c'est quand même toujours très agréable de pouvoir se retrouver comme ça sur cette plateforme aussi facilement grâce à toutes ces technologies. Donc je vous souhaite la bienvenue pour celles qui sont peut-être déjà présentes ou celles qui vont nous rejoindre. N'hésitez pas encore une fois à vous présenter, un petit coucou vite fait, une petite main, un petit sourire, un petit bonjour, ça fait toujours plaisir pour moi qui est là devant un petit écran grand comme ça. C'est toujours très agréable de pouvoir vous trouver derrière, vous sentir derrière. Et puis, voilà. Donc, comme d'habitude, je vais proposer un thème. Alors, aujourd'hui, c'est un thème que, bon, depuis cette semaine, c'est vrai que j'annonce effectivement les thèmes des lives parce que je pense que c'est important aussi que vous prépariez peut-être un petit peu en amont éventuellement vos questions. S'il y a des choses vraiment... vous savez, c'est toujours difficile en direct comme ça de savoir exactement la question à poser. Donc voilà, ça vous permet aussi de vous préparer un petit peu à tout ça. Et puis, ça me permet aussi de préparer un petit peu plus les choses en amont aussi. C'est vrai que je suis un peu du genre instinctif. Souvent, le sujet, je le prenais des fois même la seconde avant de démarrer le live. Donc là, bon, ça me permet d'être un peu plus concentrée sur mon idée, sur mes lignes directrices et de vous fournir des réponses le plus claires possible en tout cas. Donc j'avais décidé aujourd'hui de parler de la fameuse surcharge mentale qui n'est pas du tout un sujet qui vous concerne, n'est-ce pas? Moi, je suis continuellement dans cette anticipation de la surcharge mentale parce que c'est vrai que on est quand même soumis à des défis particuliers, nos enfants sont particuliers. La vie est de toute façon plus ou moins stressante quand même, faut bien le reconnaître, à moins que vous soyez bergère dans un champ au fin fond de la Savoie. Mais en dehors de ça, c'est vrai que bon voilà, on est quand même soumis au travail, les horaires qui passent très vite. Parfois on récupère les enfants à midi ou juste le soir. Il y a nos activités extra professionnelles. Il y a le boulot de maman. Il y a voilà toutes ces tâches qui sont là, l'administration. Enfin, qui fait qu'à un moment donné, sans parler de l'entretien à la maison, c'est à un moment donné, ça fait quand même beaucoup de choses à gérer pour une seule personne. Et c'est vrai que de toute façon, on est carrément mis sous cette coupe de la surcharge mentale. À un moment donné, le cerveau nous dit stop, j'en peux plus, je n'arrive plus à rentrer quelque chose dans ma tête. Et puis surtout, j'arrive pas à mettre en action les choses correctement. Je ne me sens pas efficace, je me sens pas productive. Je sens aussi quelque part un petit peu de réflexion auprès de moi dans mon entourage parce qu'en fait je suis pas du tout efficace et finalement qu'est-ce qui se passe à la fin? C'est finalement je me maltraite, je ne me considère pas à ma juste valeur et ça peut mener même jusqu'au burn-out, donc il faut faire très attention. Ce mot surcharge mentale, c'est réellement comme un récipient où on va mettre des choses et à un moment donné le récipient déborde, on ne peut plus rien mettre dedans, la contenance est complètement dépassée et donc on se sent dépassé aussi bien sûr. Donc c'est des mots qui sont forts mais en même temps qui sont très compréhensifs. Alors moi aujourd'hui j'ai décidé de vous parler surtout des 5 erreurs à ne pas commettre pour éviter la surcharge mentale. Donc, je vais vraiment aller dans du concret, dans quelque chose de précis et qui vous montre justement que
il y a quand même des choses à éviter et que c'est à la portée de tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir une expertise en la matière. C'est juste que c'est comme une forme de prise de conscience que je vous invite à avoir aujourd'hui, parce que je pense qu'effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes à mon avis toutes concernées par cette difficulté de surcharge mentale. Alors la première chose, celle qu'on ne fait, celle qu'on ne dit jamais, c'est justement de le dire. On ne dit rien. Ça, c'est la première erreur qu'il ne faut jamais faire. Quand on n'en peut plus, il faut en parler. Pourquoi? Parce que, mine de rien, quand vous ne dites rien, c'est que quelque part, vous n'obtiendrez rien des autres aussi. Dès le moment où il n'y a pas d'échange, quand on exprime quelque chose, souvent, je le disais encore à une maman tout à l'heure en coaching, si vous n'exprimez pas ce que vous ressentez et quels sont vos besoins, à un moment donné, la personne, elle peut pas être devin et elle peut pas deviner à votre place. Donc, ça sert à rien d'en vouloir aux autres, de pas être efficace aussi et de pas répondre à vos attentes si vous ne les avez pas exprimées. Donc, c'est très important, ça, cette notion de pouvoir exprimer les choses clairement. C'est-à-dire, waouh, je sens là, à un moment donné, que je suis vraiment dépassée. Il faut exprimer, il faut le dire, il faut partager cela avec les autres, parce qu'en ne disant rien, eh bien, clairement, on va obtenir l'ignorance des autres. Vous vous rendez compte de ce que je dis? On obtient l'ignorance des autres en ne disant rien. Donc, c'est quand même très important de pouvoir exprimer les choses. Alors, je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça n'est pas si simple de le dire, parce que quelque part, on est un peu avec une casquette vous savez, de la Wonder Woman. Je le dis souvent ce mot, mais c'est tellement ça. On est un peu comme cette Wonder Woman et on se dit, c'est bon quoi. De toute façon, je sais bien que ça c'est mon rôle. C'est un peu comme une forme de fatalité. Bon voilà, j'ai un enfant ou plusieurs enfants TDAH. Je vais en chier, donc je le sais. Donc de toute façon, allons-y gaiement et puis voilà, on regarde pas où on a mal, on s'en fout. Il faut avancer. Alors oui, c'est bien parce que vous avez cette forme de courage, je le disais à une maman tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a du courage, il y a une résilience, il y a vraiment cette force de caractère, mais attention parce que ça peut un peu se retourner contre vous. À trop vouloir être forte, vous renvoyez une image qui ne correspond pas forcément à celle que vous êtes vraiment en réalité. Parce que vous êtes peut-être simplement une femme qui endosse beaucoup de responsabilités et qui à un moment donné est fatiguée de ça. Donc il faut pouvoir le dire, il faut pouvoir l'exprimer. Et puis, c'est aussi... alors là, c'est très perturbant quand je dis ça généralement, mais on valide aussi en soi intérieurement, bien que vous méritez pas, en fait. Vous méritez pas d'attention. Vous méritez même pas de considération. Donc, vous voyez, en quelque sorte, c'est un peu un auto-sabotage de ne rien dire. Parce que c'est ne pas s'octroyer ce plaisir ou cette chance que de pouvoir, simplement vider notre sac, un sac qui est bien trop plein et qu'on a besoin, de pouvoir s'épancher et même pleurer et dire, j'en peux plus. Donc ça, je sais que c'est quelque chose qui est souvent, qui arrive quand vraiment on est au burn-out, quand vraiment le cerveau il se met en pause. Vous savez, le burn-out, c'est ça, c'est à un moment donné, c'est un réflexe instinctif, primaire plutôt, où effectivement le cerveau s'éteint. Donc le burn-out, on est cramé et finalement c'est une protection naturelle de ce cerveau qui vient nous dire ton corps là il est épuisé, donc je préfère m'éteindre pour que tu t'en rendes vraiment compte parce que sinon tu le vois pas quoi. Donc le burn-out en réalité il est un message qui est plutôt en votre faveur, qui va venir plutôt vous aider à dépasser une difficulté que vous pouvez ressentir dans le corps, dans l'esprit. Donc le burn-out n'est pas une mauvaise chose. Encore une fois, toutes ces émotions négatives qu'on peut ressentir ou ces sentiments qui sont pas toujours très agréables sont là aussi pour nous avertir. Ce sont des messages très importants, très forts qu'il faut écouter. Donc c'est vrai que le fait de ne pas exprimer les choses, effectivement, on auto-valide notre sabotage. C'est-à-dire on se dit, écoute, de toute façon, je vais en chier jusqu'au bout. Non, il faut pas passer par cela parce que là, vous allez vous épuiser et vous risquez de finir très mal. Donc surtout, parlez, dites les choses. Vous avez des personnes ressources autour de vous qui sont aussi là pour vous aider et pour vous porter quand c'est difficile. La deuxième erreur qu'il ne faut jamais faire, c'est vouloir toujours faire mieux. Alors, moi, il y a mon mari qui me dit une phrase, et alors ça, c'est son truc, et je pense qu'il le dit tout le temps parce qu'en fait, c'est réellement un problème qu'il a lui-même avec lui-même. C'est-à-dire, il me dit,
le mieux est l'ennemi du bien. Et effectivement, ça veut tout dire. C'est-à-dire que finalement, à trop vouloir bien faire, finalement, on fait pas toujours bien ou on fait pas toujours mieux, en fait. On va trop loin dans notre, comment dire, dans notre ordre de compétences, finalement. Et on pousse les limites trop loin. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est plus du tout gérable. Et puis, c'est aussi une manière de se détourner des vraies priorités. On perd finalement trop d'énergie. C'est une énergie qui est là, qui sort et qui ne prend pas, parce qu'à un moment donné, l'énergie, si elle est dépensée pour que dalle, ça n'a pas d'intérêt. Donc pour vous, c'est que quand vous allez faire quelque chose, il faut que ça soit productif, quoi. Donc on en revient, vous voyez, à cette productivité. Hein. Finalement, quand on parle de planification et gestion du temps, c'est réellement aussi un rapport temps-énergie. C'est donc une capacité à juger ce qui est important et ce qui n'est pas important. Donc, si vous voulez faire mieux, le mieux, parfois, c'est simplement de dire, je vais déjà faire ce que je peux et pas aller au-delà de mes limites pour pouvoir garder mon énergie pour tout ce qui me reste encore à faire. Donc ça, c'est vraiment très important, cette notion d'avoir une réserve. Il faut se garder une réserve pour cela. D'accord? Donc, n'allez pas chercher toujours le mieux du mieux. Ça vous perdra forcément. Surtout que vous le savez, vous avez déjà beaucoup de choses d'autres à gérer. Et puis, le rapport d'importance, vous savez, on en revient à la fameuse matrice d'Eisenhower. C'est vrai qu'il y a des tâches qui sont importantes, donc qui sont plus urgentes, d'autres qui sont importantes urgentes, donc qui sont pas du tout importantes, pas urgentes. Donc, il faut effectivement relativiser certaines choses, ou du moins certaines tâches, et se dire, ça, est-ce que c'est vraiment important pour moi de le réaliser? Peut-être que je vais plutôt mettre mon énergie dans quelque chose qui mérite plus d'attention de mon côté. Donc voilà, ça c'est à vous à définir réellement par rapport à toutes les choses que vous allez faire. Alors souvent, il y a des choses qui restent fixes qu'on va faire toutes les semaines. Donc celles-ci, il faut vraiment les poser, il faut les planifier. Et puis vous allez avoir des tâches qui vont se rajouter parce que il y a un événement particulier, un rendez-vous, un travail qu'on attend de vous pour telle date. Bon, là, c'est des choses que vous allez rajouter au fur et à mesure dès que ça rentre. Mais ce qui est important, c'est de se dire ou se décider et savoir ce qui est vraiment important pour vous. Donc, on ne met pas beaucoup d'énergie, on n'est pas dans le mieux du mieux, dans quelque chose qui finalement va vous faire perdre du temps et surtout perdre de l'énergie. Et puis, le but quand même, c'est de pouvoir être efficace, d'être vraiment à 100% dans quelque chose en ayant un résultat derrière. L'efficacité, c'est obtenir un vrai résultat. Donc, plutôt que de vouloir faire efficace, c'est-à-dire toujours dans le mieux du mieux, essayez surtout de gagner du temps. Parce que ce temps vous est précieux et c'est ça qui va pouvoir être un guide pour le reste de votre journée. Donc, l'efficacité en réalité, elle ne règne pas dans, comment dire, vous savez, j'arrive pas à trouver le mot, mais il est là depuis tout à l'heure, puis il veut pas sortir. Cette exigence, voilà. L'hyper-exigence n'amène pas à un bon résultat et n'amène pas forcément à de l'efficacité. L'efficacité pour vous par rapport aux défis qui sont devant vous, les enfants TDAH, gérer tout ça, puis le quotidien, c'est surtout d'être efficace dans le temps. C'est ça qui va vous faire gagner réellement une qualité d'accomplissement des tâches. Donc ça, c'est très important que vous le compreniez parce que souvent, on va mettre beaucoup de temps et d'énergie dans quelque chose qui finalement va nous empêcher de faire autre chose qui sont peut-être beaucoup plus importantes. Donc ça, c'est vraiment une notion de mettre un peu de réserve finalement. Et quand on dit mettre de la réserve, ça veut dire garder justement une réserve. Voilà. Ensuite, la troisième erreur, c'est de ne pas déléguer. Pourquoi est-ce que vous ne déléguez pas ? Vous n'êtes pas Wonder Woman, vous n'êtes pas irremplaçable, vous n'êtes pas la seule personne qui peut accomplir certaines tâches. Il y a des choses que vous pouvez tout à fait déléguer. Donc, sachez une chose, c'est que quand vous ne déléguez pas, quelque part, vous renvoyez encore aux autres que lui, il n'est pas capable en fait de mener cette tâche. Et je pense notamment à vos enfants. Si vous faites trop les tâches à leur place, eh bien effectivement, vous renvoyez cette image que eux n'ont pas la capacité, n'ont pas accès à cette capacité.
Donc, ils se disent, maman fait, c'est parce que moi, je ne suis pas capable. Et idem pour votre mari ou pour les personnes qui vous entourent à la maison ou dans la vie de tous les jours. Si vous faites trop toute seule, c'est pareil pour le boulot, hein. Si vous faites trop toute seule, eh bien, quelque part, c'est que vous renvoyez aux autres que eux n'ont pas ces capacités. Et donc, ils vont forcément vous placer comme quelqu'un d'irremplaçable. Et ils vont finir par vraiment le croire. C'est-à-dire que vous infusez tous les jours, chaque instant, cette pensée qui est une fausse croyance, en fait, que vous êtes irremplaçable et que donc lui n'est pas capable. Vous voyez, donc c'est dangereux en réalité que de toujours vouloir faire soi-même. Et puis, encore une fois, il y a des choses qui ne sont pas forcément très importantes. Donc, il y a des choses que vous pouvez faire par les autres. Sachez-le, c'est-à-dire que c'est une analyse que vous devez faire en amont, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose que vous allez faire vous toute seule comme ça à la va-vite sur un bout de papier, c'est réellement se poser justement devant un calepin, une feuille et se dire voilà, concrètement, en tout cas pour toutes ces charges qui sont fixes et qui sont hebdomadaires, qui sont là tout le temps, déjà sur celle-ci, est-ce que réellement il y a des choses que je peux pas déléguer et que quelqu'un d'autre est tout à fait capable de faire à ma place? Dès le moment où vous avez cette notion de vous dire, est-ce que mon enfant ou mon mari est tout à fait capable de le faire? Oui, il est capable. Donc, en fait, je peux simplement leur demander. Et c'est là où on en revient à ne pas rien dire et dire à l'autre, écoute là, pour m'aider, j'ai besoin que tu m'aides sur telle ou telle tâche parce que ça me permet, moi, de me libérer un petit peu plus de temps et d'être plus efficace. Donc, c'est encore une fois le fait d'exprimer les choses. Il faut le partager avec quelqu'un. Je pense que votre allié, quand même, si c'est pas, alors ça serait votre mari quand même, c'est le premier allié de votre histoire. Si votre mari n'est plus là dans votre vie de couple, ben, vous très bien demander à vos enfants. Peut-être que le plus grand, par exemple, est capable de mener certaines choses à votre place. Et lui, il peut se sentir aussi fier et utile de pouvoir le faire pour vous. Donc voilà. C'est vraiment quelque chose que vous devez absolument créer, ça. C'est presque des habitudes, des rituels que vous devez créer. Alors, j'espère que les mamans arrivent tout doucement et qu'elles sont là un peu présentes. Là, je me sens un petit peu seule quand même. J'avoue qu'il n'y a personne. Ou alors, vous êtes là, mais vous vous cachez. Il y a déjà 20 minutes de live, je ne vois toujours personne. C'est assez étonnant. D'habitude, j'ai toujours au moins une maman ou deux. Donc j'espère que vous êtes là et que vous allez vous présenter à moi et que vous allez un petit peu partager avec moi sur ce sujet. Alors je sais que je le sais parce que je l'observe. Souvent quand je vous parle de vous et d'uniquement vous, vous avez du mal à accrocher là-dessus parce que vous êtes tellement habitué à être toujours porté sur les besoins de l'enfant que c'est très difficile pour vous d'aborder des sujets qui vous concernent uniquement vous. Alors en réalité, ça vous concerne pas uniquement vous parce que quand on parle de surcharge mentale justement, ça concerne pas que vous, mais ça concerne aussi toute votre famille, tout votre foyer. Parce qu'effectivement, une maman qui est complètement vidée, qui est complètement sans énergie, qui n'a plus d'énergie vitale, donc, eh ben forcément, elle peut pas aider l'enfant, elle peut pas l'aider à mener ses tâches aussi au quotidien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle est complètement cramée, elle sert plus à rien, quoi. Donc, c'est important que vous, qui êtes la personne ressource par contre de vos enfants, eh bien, vous puissiez prendre soin de vous dans la gestion de votre temps, de pouvoir trouver du temps pour vous et surtout de vous sentir un peu plus encouragé intérieurement. C'est-à-dire vous dire, voilà, tout ce que je mets en place, en fait, je reçois des résultats concret et ça me permet de me libérer aussi du temps, donc je suis fière de moi parce que je mène les choses comme il se doit et je m'épuise pas pour rien, quoi. Et du coup, vous serez mentalement beaucoup plus disponible aussi pour les autres, pour vos enfants, pour votre mari. Donc surtout, n'oubliez pas cette notion-là qui est que vous êtes un contenant, donc vous avez besoin vous aussi d'être ressourcé, mais que vous-même par ce contenant, vous allez pouvoir alimenter un autre contenant, c'est-à-dire celui de vos enfants. Cette image-là, moi je l'utilise souvent avec l'image des amphores. Vous êtes la grande amphore, il a la petite amphore, parce que je trouve que c'est tellement parlant. Cette grande amphore que vous êtes, elle a besoin effectivement d'être ressourcée et d'avoir de l'amour, de l'attention et du respect, mais que vous avez besoin aussi, vous devez aussi remplir l'amphore de votre enfant. Donc, les rapports humains sont tous pour tout le monde comme ça. Si vous n'avez pas cette capacité de vous ressourcer vous-même, vous ne pourrez pas donner de la ressource et de l'énergie à l'autre. Ça, c'est clair et là-dessus, il n'y a même pas à discuter parce que tout le monde peut le vérifier, quoi. Donc, n'hésitez pas
à vous joindre à moi sur ce live. En plus, je l'ai annoncé depuis hier, donc je suis étonnée qu'il n'y ait personne. N'hésitez pas à faire un petit coucou, à juste voilà, bonjour, je suis là et au moins je sais que quelqu'un m'écoute concrètement, c'est important pour moi parce que c'est vrai que voilà, ce réseau, cette communauté, tous les événements que j'essaie de mettre en place, c'est vraiment pour vous, pour votre intérêt, c'est pour vous apporter des valeurs ajoutées à la construction de votre quotidien par rapport aux défis de vos enfants TDAH. C'est vraiment un moyen finalement tout à fait simple de pouvoir améliorer quelque chose positivement en vous et chez vous, quoi. Voilà. Donc je continue sur mes 5 erreurs qu'il faut vraiment éviter pour éviter cette surcharge mentale. C'est effectivement de miser tout le temps sur la quantité plutôt que sur la qualité. C'est-à-dire que parfois aussi, on veut trop en faire. On en fait trop, on met trop de choses sur son planning, ou on exécute trop d'actions dans la journée. Et alors là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que plutôt que vous attardez de trop sur la tâche, vous faites trop de petites choses mais vous les faites pas bien. Donc, il y a un juste milieu à avoir, c'est-à-dire qu'il faut que la tâche ne dure pas trop longtemps, il ne faut pas qu'elle vous prenne trop de temps, ou plutôt, il faut mieux mettre les tâches les plus importantes en priorité, les plus urgentes, ou les plus fastidieuses, les plus contraignantes, pour qu'ensuite vous puissiez faire des choses beaucoup plus légères. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que il faut que dans votre planning, il n'y ait pas trop d'actions à réaliser parce que forcément, vous allez vous mettre en position d'échec. Et donc, qui dit échec, après dit rejet de sa confiance en soi, de son estime. Et c'est pas une bonne chose. Donc, il faut vraiment que vous ayez dans votre planning quelque chose qui soit mesuré, qui soit vraiment concret, cohérent, qui soit réalisable. Si vous faites quelque chose qui n'est pas réalisable, forcément, ça va pas fonctionner et finalement vous n'aurez pas été productive là aussi. Donc il faut vraiment que les tâches, je dirais que les grandes tâches les plus importantes, ça doit se limiter à 3 tâches par jour. 3 grandes tâches et puis le reste c'est plein de petites actions. Donc encore une fois, le temps que vous allez passer à analyser cela, effectivement ça demande un certain temps, une certaine énergie, mais par contre c'est quelque chose que vous allez pouvoir récupérer ensuite sur le long terme. Et donc tout cet temps et énergie que vous aurez mis là dans cette préparation de planning, vous allez le gagner au centuple sur votre semaine. Donc je veux dire, vous avez tout intérêt justement à ne pas à trop faire. Préparez les choses en amont et vous allez voir que dans le cerveau, ce sera déjà 70% du travail exécuté parce que le cerveau ne fait pas la différence entre la mémoire de quelque chose ou un souvenir que vous créez vous artificiellement. Donc pour lui, c'est quelque chose qui a été vécu. C'est-à-dire si vous le visualisez, si vous l'anticipez, que vous le notez, quelque part vous mettez dans votre cerveau déjà une information comme si elle avait été déjà vécue. Et donc vos cerveaux ils disent c'est bon, c'est tout à fait possible, je l'ai déjà vécu. Donc vous allez pouvoir reproduire ça avec beaucoup plus d'aisance. C'est pour ça que le fait de noter, de préparer en amont les choses ont réellement un impact sur votre productivité ensuite. Ça, c'est vraiment un secret que je vous donne qui est vraiment très précieux, très important pour vous. Donc, la 4e erreur, c'est de miser sur la quantité, sur la qualité. Donc, plus vous faites de choses, moins vous serez productive. Il vaut mieux faire moins de choses. Et puis, j'ai envie de vous dire straight to the point, c'est-à-dire une seule chose à la fois. On finit et ensuite on s'engage sur autre chose. 10 actions mal faites, c'est-à-dire que ça vaut pas une action efficace. Une action efficace vaut mieux que 10 actions mal faites. Donc, limitez vos actions, n'en mettez pas trop, faites-les correctement, mais en même temps, ne vous y attardez pas trop non plus. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient déjà préparées dans votre tête. Je sais que dans cette action, je dois ça, c'est bon, c'est fait, je passe à autre chose. Et je reste vraiment dans un rythme de travail qui soit vraiment efficace. Ça, c'est ce qui va vous permettre de vous soulager énormément. La 5e et dernière erreur, c'est de mettre la priorité sur le travail, sur les tâches, mais pas sur votre vie de famille. Alors là, j'en attends déjà qui me dit ouais, alors c'est facile à dire. Non, c'est pas spécialement facile à dire. Je reconnais que c'est pas forcément très facile à faire. En réalité, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de prendre conscience qu'en réalité, ce qui vous mène, ce qui vous tient, c'est réellement cette vie de famille.
Cette vie de famille, elle existe, elle est là, et c'est aussi pour ça que vous avez ces tâches qui se rajoutent, parce que justement, vous avez décidé de vous unir à quelqu'un, vous avez décidé d'avoir des enfants, et que donc, toute cette petite entreprise n'existe que parce que vous effectuez certaines tâches. C'est ce qui permet aussi de maintenir une vie de famille sereine. Mais, ce n'est pas la structure même de votre besoin, c'est-à-dire que d'être trop proactive dans quelque chose, dans des actions, des obligations, des contraintes, n'est pas forcément une bonne chose pour votre évolution personnelle. C'est-à-dire qu'encore une fois, j'avais été une fois, alors c'était pas lors d'une conférence, c'est lorsque j'ai lu un livre qui disait que la première chose qu'il mettait, bonjour Gwenaëlle, enfin quelqu'un, j'ai failli désespérer, j'espère que tout va bien pour vous aujourd'hui. Donc ce qu'il faut comprendre en réalité, c'est que ce gars disait moi je suis un grand chef d'entreprise, j'ai énormément d'obligations, beaucoup de charges, beaucoup de choses à réaliser. Et bien lui il mettait en priorité ses vacances, il mettait en priorité les moments passés en famille, et ensuite il se positionnait pour sa charge de travail. Alors c'est très intéressant parce qu'en réalité on fait souvent l'inverse. Nous, en France, on a ce truc-là. Alors, je sais pas, c'est certainement par rapport à nos dirigeants, par rapport à notre culture, par rapport à notre religion, peut-être aussi un peu judéo-chrétienne, où on doit d'abord souffrir pour obtenir quelque chose de positif ou d'agréable. En réalité, c'est tout l'inverse. Il faudrait d'abord commencer à penser déjà à nos priorités pour notre développement personnel, c'est-à-dire un moment de lecture, une sortie en famille, une semaine en vacances au mois d'août, ou bon, comme vous voulez. Ça peut être, tiens, moi par exemple, mon rituel du matin, c'est me faire entre une demi-heure, 3/4 d'heure de méditation et de faire un quart d'heure de lecture. Ça, c'est le truc que je fais tous les matins. Et je me dis pas, ah ouais, mais non, c'est pas possible parce que je travaille le matin. Oui, je travaille le matin comme tout le monde, mais par contre, je m'organise pour qu'avant, je puisse faire cela. Donc, vous voyez, c'est réellement, c'est un effort que je fais, mais sur lequel je récupère au centuple cette action-là. Parce qu'en réalité, j'ai besoin de ça. Et c'est ce moment-là qui est privilégié, qui a un rapport avec moi-même, qui me permet justement de pouvoir mener des tâches beaucoup plus contraignantes, beaucoup plus difficiles à assumer. Parce que dans ma tête, je suis prête. C'est-à-dire que j'ai pris ce temps pour ressourcer mon cerveau, mon organisme, mon énergie vitale, elle est bien présente. Comme je dis, je suis en EEE, c'est-à-dire je suis en état émotionnel élevé, je suis au taquet, je suis dans le positif. Et donc, je suis complètement prête pour accomplir mes actions et mes tâches. Donc ça, vous voyez que c'est réellement important de pouvoir avoir sa vie pour soi et sa vie de famille. La vie de famille, alors évidemment, c'est bien sûr les enfants, mais c'est aussi peut-être, par exemple, j'ai une maman là aussi hier en coaching qui me disait, oui, mais moi, je me lève à 5 heures du matin, je fais 2 heures de boulot, puis ensuite j'enchaîne avec les enfants, je les lève, je les laisse se préparer, moi pendant ça, je continue à travailler. Et j'ai dit, comment ça se passe pendant le temps de travail? Ah ben, j'arrive pas parce qu'ils sont toujours en train de me demander ci, ça. Ben, j'ai dit, donc, autant ne pas travailler. Autant avoir un vrai moment de qualité d'1 heure, du temps que les enfants se préparent, qu'ils déjeunent et qu'ils partent à l'école, mais au moins, vous êtes, enfin, on se tutoie parce que c'est une maman qui fait la formation avec moi, mais je disais au moins tu es complètement en conscience, présente avec tes enfants, et c'est un vrai moment de qualité. Et donc quelque part, c'est prioriser quelque chose pour soi et pour sa famille. Donc ça, c'est très important que vous ayez ce rapport-là. Alors, il y a un travail que vous pouvez faire qui est juste génial, parce que souvent, on est un peu confus. On se dit, alors peut-être Gwenaëlle, c'est le cas, on se dit, je sais pas vraiment ce qui est important pour moi en fait. Je sais pas, j'arrive plus à savoir parce que j'ai tellement de choses qui s'entassent dans mon quotidien, des choses à faire. Oui, mais bon, quand même, mon travail c'est important, et puis bon, les rendez-vous que j'ai avec mes enfants c'est important pour les docteurs, pour tout ça. Donc je sais plus si c'est ça la priorité ou si c'est autre chose. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois voir les choses? Et là, on a un moment donné où on n'arrive plus à prendre les choses dans l'ordre. Donc Gwenaëlle, est-ce que c'est votre difficulté en général ou en ce moment, voilà, est-ce que c'est quelque chose que vous vous êtes souvent dit en disant, mais mon Dieu, je sais pas en fait quelle est ma priorité. Moi, ma priorité, c'est mes enfants avant tout. Ok. Alors vos enfants, est-ce que là-dedans vous y êtes, vous, dans cette notion de dire, voilà, c'est mes enfants, est-ce que vous vous mettez là-dedans ou est-ce que c'est uniquement les besoins de l'enfant? C'est important la question que je pose, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de mamans qui disent, ma priorité, c'est mes enfants.
ça me dérange un peu parce que mes enfants, c'est pas vous en fait. Donc moi je préfère que vous me disiez ma priorité c'est ma vie de famille ou c'est mon bien-être. Voilà, c'est important d'avoir aussi une priorité qui vous inclut vous. Si cette priorité n'inclut que quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre que vos besoins, j'ai envie de vous dire alerte rouge. J'en suis arrivée à faire un petit infarctus tennis, je me suis oubliée. Ben voilà, Gwenaëlle, donc merci pour vraiment cette franchise, hein, cette sincérité de partager quelque chose d'aussi douloureux. Donc effectivement, c'est quand même très grave d'en arriver à des situations comme ça. Alors en plus, infarctus, c'est le cœur. Donc ça veut dire que le cœur a craqué, il a besoin d'être considéré. Donc Gwenaëlle, si vous êtes d'accord, on peut faire un exercice et si d'autres mamans se joignent à nous, franchement, elles sont la bienvenue pour continuer l'exercice avec nous. C'est de simplement prendre sa main droite et de la positionner sur le cœur. Alors le cœur, souvent, on ne sait pas trop où est le cœur, on met souvent la main beaucoup plus haut. En réalité, le cœur, il est au creux du sein gauche vers l'intérieur. Là, voilà. Donc on va mettre la main sur le cœur. Donc Gwenaëlle, je ne sais pas si tu es OK pour faire ça avec moi. Je dis tu, vous, pardon. Alors, on va dire vous quand même, parce qu'on ne se connaît pas tant que ça. Mais voilà, Gwenaëlle, vous mettez la main droite sur votre cœur. Et c'est très simple en réalité, c'est vraiment à la portée de tous. On ferme les yeux, on va poser 2-3 inspirations bien profondes. Et là, si je vous posais une question, qu'est-ce qui compte vraiment pour vous à cet instant? Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Qu'est-ce qu'il vous raconte? Vraiment, ayez cette connexion avec cette partie de vous qui est le centre, qui est la source. C'est l'endroit où il y a la vérité, la sincérité. On n'a pas besoin de tricher, pas de masque. On est réellement dans ce ressenti profond de ce qui est vraiment important pour nous. Bien sûr, on se détache de ce mental qui nous dicte un petit peu les choses. On va sortir de ça et on va aller réellement, on va se recentrer dans le ventre et dans le cœur et on va se dire qu'est-ce qui compte aujourd'hui vraiment pour moi, quelle est ma priorité. Bon, Gwenaëlle, si pour toi les choses elles se sont révélées, si elles sont apparues clairement, alors d'accord, tu peux me partager effectivement ce que tu ressens au plus profond de toi. Je te laisse le temps, bien entendu. Il ne s'agit pas de se précipiter, mais normalement, c'est un sentiment que l'on a et qui est instinctif. Il ne se réfléchit pas. Ma santé avant tout, car j'ai cette peur de partir prendre soin de moi. Voilà, Gwenaëlle. Donc, c'est un moment très émouvant, souvent, cette relation avec notre cœur, parce qu'on ne le fait jamais. Et pourtant, c'est primordial de pouvoir se reconnecter à lui. C'est notre source, hein. C'est vraiment là où nous avons besoin de puiser et c'est ce que nous avons besoin de prendre soin. Donc effectivement, au début, on était pour Gwenaëlle sur une priorité qui était plutôt tournée sur les enfants. Mais en réalité, elle se rend compte que sa vraie priorité, c'est sa santé. Avec cette peur de quitter ce monde et de quitter donc les personnes qu'elle aime le plus au monde, justement. Donc Gwenaëlle, c'est très intéressant et je te remercie infiniment pour cette sincérité, cette honnêteté et puis surtout d'avoir accepté, d'avoir fait cet exercice. Je le dis, c'est vraiment à la portée de tous. Et ça nous permet souvent de nous rendre compte qu'en réalité, on s'est trompé de chemin. Donc Gwenaëlle, si aujourd'hui, tu es toujours cette main sur le cœur, tu es connectée complètement, j'en suis persuadée, parce que vu ta réponse, je pense que c'est plus que clair. Si tu devais me donner les trois actions principales qu'il te faut réaliser. Alors, 3 actions très concrètes, hein, vraiment des actions claires et concrètes pour pouvoir prendre soin de cette santé, écouter ton corps, écouter ses besoins. Quelles seraient ces 3 actions? 3 actions seulement. Donc, pour celles qui vont nous voir même après,
Oui, c'est normal, bien sûr. Beaucoup de mamans s'oublient, bien sûr. Et c'est là où est le défi, justement, dans cette communauté, c'est que je souhaite vraiment ramener toutes ces mamans très investies à venir s'engager un peu plus sur elles-mêmes, sur leurs besoins prioritaires. Et souvent, c'est soit l'amour pour soi, soit la santé, soit la vie de famille en général. Ça peut être aussi la vie de couple. J'ai une maman ce matin qui me disait ma priorité, c'est mon fils, mes enfants. Et finalement, elle s'est aperçue que ta priorité, c'était sa vie de couple. Elle s'en détournait et du coup, elle en souffrait énormément. Donc, vous voyez, on est capable de déguiser des émotions, on est capable de ne pas les retranscrire, les exprimer. Et n'oubliez pas que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, ça s'imprime en vous. Donc Gwenaëlle, je pense qu'effectivement votre cœur a lâché parce qu'à un moment donné, il souffrait et il ne se sentait pas assez considéré, pas assez aimé. Et parfois, c'est par nous-mêmes que ça peut se faire, ça. Donc nous avons tous et toutes cette capacité de se ressourcer par nous-mêmes. Bien sûr que nous avons besoin aussi d'autres personnes ressources, elles sont là pour compléter les choses, mais nous pouvons aussi de nous-mêmes commencer à nous ressourcer. Nous avons besoin de comprendre comment nous fonctionnons pour pouvoir revenir à la base, à la source, ce qui nous porte, ce qui nous tient au ventre. Donc Gwenaëlle, est-ce que tu pourrais partager avec nous 3 actions prioritaires pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre le bon chemin qui est celui de prendre soin de ta santé? Qu'est-ce que tu pourrais nous partager? Donc c'est souvent, comme je le disais tout à l'heure, un moment tellement fort. La première fois que j'ai pu faire cet exercice, je me rappelle, c'était un séminaire à Paris avec un de mes grands mentors, il y en a eu plusieurs, mais il en fait partie, c'est Monsieur Max Piccinini, avec lequel j'ai énormément évolué personnellement, mais aussi dans mes activités. Et c'est vrai que cette personne m'a fait vraiment vibrer à ce moment présent. Et je me rappelle qu'on était presque 4000 personnes. Et en réalité, il y avait 4000 personnes qui pleuraient. À ce moment-là, ça a été un moment très, très puissant. Parce qu'en réalité, je me suis aperçue que quelles que soient les personnes qui étaient autour de moi, avec leur histoire, avec leur passé, avec leur caractère, avec leur activité propre, elles étaient toutes très différentes, mais en réalité, nous avions tous ce point commun, c'est que nous avons un amour qui nous guidait dans tout ce que nous faisons, et que cet amour, nous avons tendance à nous en détourner, et c'est très triste parce que finalement, on se détourne de nous-mêmes, de ce pourquoi on est fait. Gwenaëlle qui a répondu: communiquer plus avec mon mari, me relaxer et laisser mes enfants grandir. Bravo. Bravo, bravo Gwenaëlle, c'est génial. Ce que vous me dites là, moi, m'émeut énormément. Bon, je suis quelqu'un de très empathique, je pense que vous avez compris. Je parle pour toutes les mamans qui me suivent habituellement. Je suis quelqu'un de très empathique et cette réponse m'émeut énormément parce que c'est pour moi important de vous sentir, vous révéler à vous-même, de vous ouvrir sur votre intériorité. Et ça, c'est un premier pas. Effectivement, communiquer avec son mari, c'est certainement aussi pour vous une personne ressource. C'est une personne qui peut vous aider, qui peut vous porter quand ça ne va plus, quand ça va pas trop bien, quand on a besoin de soutien, eh bien, il est là. C'est aussi, bien sûr, se relaxer. Donc, je parlais tout à l'heure d'une séance méditation, mais ça peut être aussi aller faire un peu de sport, ça peut être aussi, aller voir un bon film au cinéma, même toute seule, c'est pas grave, ça se fait et c'est très très agréable. Et puis laisser les enfants grandir, bien sûr, parce que je pense que quel que soit leur âge, ils ont une capacité d'autonomie quand même, et on oublie souvent. Et c'est-à-dire qu'on est tout le temps avec cette idée que l'enfant a un handicap et que donc il a besoin tout le temps d'être épaulé. Oui, il a besoin d'être épaulé parce qu'il subit beaucoup le rejet de notre société, mais il a aussi cette force intérieure que vous devez cultiver. Cette force intérieure chez votre enfant, elle existe. Et donc, il faut que cet enfant puisse comprendre qu'il peut être sa propre ressource aussi. Donc, les enfants ont cette capacité d'autonomie pour certaines choses, selon leur âge, évidemment. On ne va pas leur demander la même chose pour un enfant de 4 ans que pour un enfant de 12 ans. Mais je pense que c'est vous qui connaissez parfaitement vos enfants et vous avez tout à fait la capacité de prendre ce recul, de vous dire, bon, finalement, mon enfant à tel âge, quelle tâche je peux lui demander, quelles sont les choses que je peux lui laisser faire. De pas toujours anticiper, toujours d'être dans cette anticipation, la peur de l'échec, la peur de le voir se tromper, la peur de le voir échouer. Je pense que effectivement, même pour vous, regardez-le en tant que personne adulte, les échecs dans la vie vous ont mené souvent
à vous reconstruire, à vous dépasser, à vous aller au-delà de vos limites. Et c'est pourtant des limites que vous étiez mis inconsciemment et vous dites mais ça je peux pas le faire, puis en fait vous apercevez que vous pouvez faire de grandes choses parce que souvent on se sous-estime énormément et si vous infusez ça à vos enfants, ben vos enfants vont faire exactement la même chose. Donc donnez-leur de la confiance, laissez-les aussi se tromper. Gwenaël, j'ai beaucoup de mal à le lâcher, il a 11 ans, je laisse faire beaucoup de choses mais c'est très compliqué. Voilà, donc 11 ans, franchement, Gwenaël, c'est déjà le début de l'adolescence. Je dirais même qu'on est presque dans l'adolescence à 11 ans aujourd'hui parce que de toute façon, il y a quand même une précocité mince, je veux dire, c'est pas grave. Enfin, le fait d'être adolescent, quoi, il y a beaucoup d'avance. On le voit de plus en plus. Moi, j'ai une fille de 11 ans, hein, comme toi, pardon. Et c'est vrai que, en fait, elle m'a étonnée. Elle a été capable de faire plein de choses toute seule, des choses que j'aurais jamais projeté ça, ne serait-ce que 2 mois en arrière. Et en fait, c'est souvent elle qui me rappelait qu'elle était tout à fait capable. Je pense qu'à 11 ans, on a envie de se lâcher un peu, pas des 2 mains, mais en tout cas une main sur les deux, quoi. Voilà, et de pouvoir montrer à papa, à maman, qu'on est fier de montrer des choses qu'on sait faire tout seul. C'est aussi leur donner ce sentiment de fierté, d'avoir cette autosuggestion, de se dire waouh, j'ai fait quelque chose tout seul. Et ça, c'est important. C'est important aussi pour votre enfant et c'est comme ça que vous allez pouvoir le laisser grandir. Donc, merci beaucoup pour avoir partagé ça. Vous savez, je dis souvent, votre cœur sait, mais votre mental, lui, ne fait que supposer. Votre cœur sait, votre mental suppose. Donc, il vous suppose des pensées. Il vous met dans la tête des choses qui ne sont pas forcément fondées sur des choses concrètes, qui ne sont pas vraiment avérées. Ce sont des idées, des pensées, c'est des avis, mais ce n'est pas forcément ce qui est vrai, ce qui est représentatif de votre réalité. Alors que votre cœur, lui, il sait vraiment, parce qu'il le vit de l'intérieur, il le vit au centre, vraiment au fond de votre intériorité. Et donc, ce cœur, c'est lui qui va pouvoir être le guide pour vous, personne d'autre. Seulement votre cœur. On sait tous au fond de nous les réponses que l'on cherche. N'essayez pas toujours d'avoir toutes les réponses à l'extérieur. Parfois, on a besoin aussi d'être guidé, bien sûr. Mais je pense qu'il y a beaucoup de réponses que vous pouvez trouver, ne serait-ce qu'en vous. Gwenaël, c'est ça, elle me dit, maman, je sais faire. Il me remet un peu à ma place. Ouais, parce que c'est l'âge. 11 ans, c'est le passage en 6e, c'est le passage où on peut commencer à avoir un peu plus d'autonomie et on a besoin de ça. Parce qu'on voit les autres copains, les autres copines, pour certains peut-être qui sont carrément très très autonomes, on a envie d'être comme eux, on a envie de se détacher un peu. Donc je pense que finalement pour vous, Gwenaël, c'est pas tant une difficulté à laisser faire, c'est cette peur que votre enfant n'aurait plus besoin de vous. Et quelque part, toutes ces mamans d'enfants TDAH, c'est un peu quand même une facilité de se dire, ils ont besoin parce qu'ils ont cet handicap, donc j'ai besoin d'être là. Souvent, ce sont des mamans qui cherchent une forme de légitimité, peut-être qui n'ont pas eu un rapport avec papa ou maman très harmonieux, ou en tout cas pas très aidant. Et on essaye de trouver une accroche avec nos enfants pour finalement créer une forme de dépendance. Alors, c'est pas du tout nocif ou vicieux ce que je dis, hein. C'est vrai, voilà, c'est ton bébé. Donc c'est vrai que voilà, c'est ça, c'est qu'on se dit en fait c'est une difficulté qu'on a à lâcher prise et se dire voilà, en fait c'est mes peurs qui parlent, ce sont mes peurs. Pourquoi j'ai peur? J'ai peur parce que peut-être que pour telle ou telle raison, dans mon passé en tant qu'enfant, j'ai aussi eu une forme de dépendance avec mes parents et donc je reproduis ça ou j'ai besoin de ça. Donc, il faut vraiment faire une différence entre ce dont a besoin votre enfant et ce que vous projetez comme besoin sur votre enfant. Voilà. Donc, votre enfant, il ne doit pas sentir qu'il a plus de besoins qu'il n'a en réalité. Il faut juste lui donner le minimum pour qu'il puisse évoluer normalement et pour qu'il puisse s'émanciper, qu'il puisse grandir normalement et positivement. Mais en aucun cas, projeter finalement des attentes et des besoins sur cet enfant. L'enfant, il sait exactement ce qu'il lui faut en réalité. Il est exactement comme vous. Parce que l'enfant, vous savez, il est souvent plus facilement connecté à ce cœur, justement. Bon, rebonjour Marion, bonjour à toutes. Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc, c'est vrai que ce cœur, lui, il sait. Et pour votre enfant, c'est encore plus facile parce que lui, il est beaucoup plus dans l'instinct. Il est beaucoup plus
comment dire, dans le ressenti de son corps. D'ailleurs, le TDAH vibre dans son corps. Donc, pour lui, c'est normal que de savoir ce qui est bon pour lui. Gwenaëlle, exactement, je n'ai pas eu d'enfance, mais je surprotège mes 2 enfants. Voilà. Donc, il faut faire ce travail-là de ce côté-là. C'est-à-dire que, oui, j'ai pas eu d'enfance, mais aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir élever comme je le souhaite mes enfants. Et donc, il vaut mieux leur apporter de l'autonomie, de l'indépendance, en faire vraiment une personne complètement épanouie, quoi. Et l'épanouissement, ça passe bien sûr par l'amour qu'on peut lui porter, mais ça passe aussi par l'émancipation. L'enfant, il a besoin de pouvoir avoir cet espace, respirer, il a ce pouvoir, il faut lui donner ce pouvoir de lui-même. Il ne s'agit pas du pouvoir dans l'ordre d'autorité, c'est-à-dire que vous êtes une maman, vous êtes là pour installer une autorité, bien sûr, avec le papa. Mais c'est pouvoir sentir un pouvoir qui est plus profond, un pouvoir intérieur. Nous avons tous ce pouvoir-là et souvent, on s'en défait de ce pouvoir. On est en dépendance avec l'autre. On est dans l'attente de quelque chose ou en attente des besoins d'un autre. Mais on n'est pas forcément dans notre pouvoir profond personnel. Et votre enfant, lui, il sait ce qui lui fait du bien. Moi, pour vous donner une anecdote, j'ai pour le grand, qui était en grande difficulté sociale et comportementale, j'avais peur pour lui tout le temps, j'avais peur qu'on le rejette encore, j'avais peur parce qu'on avait déjà traversé des difficultés. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'étais constamment en train d'anticiper les besoins de cet enfant, j'étais constamment en train de prévenir, attention, bon. Et au final, il sentait qu'à un moment donné, il avait comme une espèce de barrière tout autour, de sécurité, parce que c'était que de l'amour tout ça. Mais en réalité, c'était plus de l'amour, c'était carrément des peurs. Donc c'est mes peurs qui l'encadraient. Et c'est même pas ses peurs à lui. Le problème, c'est que si ça dure trop longtemps, ces peurs, elles deviennent ses peurs et pas les vôtres. C'est ses peurs. Vous allez transmettre ces peurs. Ça, c'est très courant dans les rapports parents-enfants. C'est très courant. Donc, la maman, elle est là juste pour lui donner de l'autonomie et surtout de ne pas trop anticiper. C'est normal d'anticiper quand c'est un tout petit bébé, un petit enfant qui a besoin de savoir comment il doit marcher, comment il doit parler, les relations sociales aux autres, voilà. Ok, mais à un moment donné, à 11 ans, Gwenaëlle, je vous l'annonce, il faut vraiment lui laisser un petit peu de part de liberté, même si vous êtes toujours là pour l'autorité, bien sûr. Gwenaëlle, c'est ça, mon fils est top et TSA, en plus du TDAH, il se bat tous les jours à nous faire plaisir. Voilà, donc votre enfant, je pense qu'en réalité, il répond à ses attentes. Mon Dieu, j'aimerais que mon fils soit comme ci, j'aimerais que mon fils soit comme ça, j'aimerais qu'il puisse développer normalement, j'aimerais qu'il soit comme tout le monde. Et souvent, cette phrase-là fait beaucoup de dégâts. Parce que je veux qu'il soit comme tout le monde, c'est une idée qui est en réalité philosophiquement impossible. On ne peut pas être comme tout le monde. On ne peut pas être exactement comme les autres. Et c'est même pas ce qui est conseillé. Nous sommes des individus. Quand on dit individu, ça veut dire que nous avons notre propre existence, notre propre passage sur la terre. Nous avons notre propre personnalité, nos codes génétiques. Nous sommes totalement des individus à part entière. Ce qui veut dire que nous ne devons pas être comme les autres. Nous sommes là pour alimenter nos relations avec les autres. Donc, ça veut dire que vous devez surtout cultiver cette particularité. Bien sûr qu'il est différent. Vous savez, j'ai un neveu qui est TDAH avec un TSA, donc je connais bien cette difficulté. Ce sont des êtres un peu à part qui sont souvent très aimants d'ailleurs. Oui, je me rappelle de toi, Gwenaëlle, que la sœur était déficiente mentale. Je me rappelle très bien. Donc c'est vrai que voilà, vous avez des enfants là, parfois comme toi, Gwenaëlle, où effectivement, il y a des pathologies et qui s'additionnent parce que il y a d'abord le grand frère, puis ensuite la petite sœur, et puis on se demande pourquoi toutes ces déficiences arrivent dans une seule fratrie. C'est pas normal, c'est pas cohérent, c'est pas logique, et puis c'est surtout pas mérité. Eh bien, parce que souvent, ça fait appel aussi à votre histoire personnelle. Il y a quelque chose qui n'a pas été soigné, Gwenaëlle, et qui mériterait d'être un petit peu dégagé, nettoyé. Il faut vraiment aller au fond des choses. Il ne faut pas hésiter, justement, à aller creuser et d'aller chercher là où ça fait mal, en fait. Parce que je pense qu'en réalité, nos enfants sont réellement dans leur existence, dans leur venue ici, dans ce monde, ils sont réellement en miroir avec nous.
Vraiment. Mais ce qu'il y a, c'est que ce miroir, à un moment donné, il ne doit plus être là. À 11 ans, on est capable d'avoir un autre miroir avec quelqu'un d'autre. Et donc, ça va être avec les camarades en classe, ça va être ensuite peut-être avec la petite amie, et puis peut-être avec ses propres enfants. Mais à un moment donné, il y a un passage où effectivement, il faut comprendre que l'enfant, il doit apprendre à se développer par lui-même. Donc, j'espère que pour vous, c'est plutôt clair, que vous avez, pour vous toutes qui êtes là, que vous avez bien compris justement que dans tout ce que nous faisons, nous avons une responsabilité bien sûr. Dans tout ce que nous entreprenons, nous sommes maîtres totalement de tout ce que nous vivons, de toutes les interactions que nous avons. Et bien entendu, quand on a un dysfonctionnement dans nos relations, eh bien c'est que forcément nous en sommes en partie responsables. Donc il faut essayer de réguler ça, tant mieux que mal. Je sais que pour vous c'est énormément d'informations à traiter, mais en tout cas ce n'est pas impossible. Donc c'est pour ça qu'au Noël, comme je le disais à chaque fois, je propose des formations justement pour vous aider à dépasser certaines choses, pour vous aider à être enfin dans votre vérité et de ne plus être dans l'attente de. Simplement, recentrez-vous sur vous-même. Vous voyez que par l'exercice de la main sur le cœur, on a déjà fait un gros travail et c'est ce qui permet aussi d'avancer pour soi-même. Voilà, donc en tout cas, merci Gwenaëlle d'avoir été présente jusqu'au bout. Ça a été un grand plaisir. Merci pour avoir partagé ce petit bout de vie qui est très précieux à vos yeux, j'en suis tout à fait consciente. Et en attendant, je vous donne rendez-vous pour le prochain live qui aura lieu lundi prochain. J'espère qu'on va être un peu plus nombreuses. C'est vrai que d'avoir changé l'horaire à midi, bon, ça a peut-être un peu perturbé tout le monde. Nous entamerons un nouveau sujet, un sujet qui j'espère va vous intéresser et va résonner en vous. Pour celles qui nous auront vu en replay, n'hésitez pas bien entendu à mettre vos propres commentaires. On pourra échanger avec vous, et puis ça sera l'occasion de nous dire un petit peu ce que vous avez vécu à travers cet exercice du cœur, de la source, et de savoir qu'est-ce que vous avez ressenti et qu'est-ce qui en est ressorti. Voilà. Donc merci à toutes. À très bientôt lundi prochain pour ce prochain live et puis bonne fin de semaine. Ciao!